Hello les amis, bienvenue dans mon entraînement vélo du jour. Aujourd'hui il fait pas très sympathique, il y a pas mal de vent. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de la pluie et du beau temps, je suis là pour vous parler planification. Et retenez bien que quel que soit le type de planification que vous utilisez, que ce soit linéaire, inversé ou que sais-je encore, ce mode de fonctionnement n'a pas vraiment énormément d'importance. Je veux dire que son importance est vraiment minime. Par contre, ce qu'il est important, c'est d'avoir trois ingrédients indispensables. Si vous ne les avez pas, votre préparation va courir un peu à la catastrophe. Par contre, si vous les maîtrisez, c'est 90% du travail qui est déjà accompli. Allez, pour vous en parler, je vous emmène en Norvège. Et si je parle de la Norvège, c'est parce que je pense très sincèrement que ces gens-là ont une maîtrise non négligeable des facteurs influençant la performance en sport d'endurance. Il suffit pour s'en convaincre de regarder leurs récents résultats en ski de fond par exemple, qui est le sport d'endurance par excellence. Ce que vous avez maintenant à l'écran, c'est le palmarès des dernières Coupes du Monde de ski de fond et vous voyez que les Norvégiens ici trustent régulièrement les places sur le podium et c'est même encore plus criant au niveau des féminines. Et si vous ne le savez pas, sachez que la Coupe du Monde, en fait, c'est une série d'épreuves qui est répartie sur tout l'hiver. C'est un peu comme la Coupe du Monde de la WTS en triathlon. Et c'est vraiment, là aussi, la régularité sur tout l'hiver qui est récompensée. Et les performances norvégiennes ne se limitent pas au ski de fond. J'en veux pour preuve le titre de champion du monde d'Ironman 70.3 de Gustav Iden en septembre 2019 à Nice et le record du monde du chrono sur la distance 70.3 pour Christian Blumenfeld, là aussi en 2019 à Bahreïn. Nul doute qu'on entendra encore parler d'eux dans les années à venir. Mais c'est également en Norvège, à l'université d'Agder plus précisément, que le spécialiste en sciences du sport Stephen Seiler a mis au point sa pyramide des besoins de l'athlète d'endurance. Cette pyramide est devenue selon moi la référence en matière de préparation physique pour les sports d'endurance. Comme vous pouvez le remarquer, cette pyramide est composée de 8 niveaux. Et comme c'est le cas pour la pyramide alimentaire notamment, les niveaux inférieurs ont toujours plus d'importance que les niveaux supérieurs. Et si vous faites attention aux annotations qui se trouvent à droite de la pyramide, vous remarquez que les 3 premiers niveaux sont les seuls niveaux où les preuves dans la littérature sont vraiment évidentes. C'est vraiment ces 3 niveaux qui sont la base non négociable de la préparation physique pour un sport d'endurance. Et ce sont vraiment les 3 ingrédients dont je vous parlais en introduction de la vidéo. Pour les 3 niveaux suivants, on se rend compte que les preuves sont moins évidentes, il y aurait peut-être encore besoin de plus de recherche. Et pour les 2 niveaux supérieurs, vous vous rendez compte que ça peut avoir un effet potentiellement important, seulement si tout ce qui a lieu sous ces niveaux a été réalisé correctement. Et c'est sur cette base-là que je me permets de dire en début de vidéo que finalement, peu importe le type de planification que vous utilisez, si vous avez ces 3 ingrédients, ces 3 premiers niveaux de la pyramide et que vous les maîtrisez, bien vous êtes certain d'aller dans la bonne direction. Le niveau 1 de cette pyramide est constitué de la fréquence et surtout du volume total de votre entraînement. Une étude réalisée par Stephen Seiler auprès d'environ 2500 pratiquants réguliers de course à pied montre qu'il y a une corrélation entre l'allure qu'ils développent et le volume total hebdomadaire. Et c'est ce que vous pouvez découvrir sur ce graphique. Il a également comparé l'entraînement de skieurs de fond d'un niveau national et d'un niveau international. Il a analysé plusieurs paramètres de l'entraînement et la seule grosse différence qu'il y avait, c'est que les fondeurs d'un niveau international avaient en moyenne 30% de volume d'entraînement en plus. Grâce à ces 2 exemples, vous avez très bien compris que votre performance sera directement liée au temps que vous allez passer à l'entraînement. Et souvenez-vous, un haut volume d'entraînement ne peut se faire qu'à une intensité basse. Dernière chose à dire au niveau du volume d'entraînement et non des moindres, et c'est également une découverte faite par Seiler, c'est que au moins vous avez d'impact dans le sport que vous pratiquez, au plus vous pouvez pousser le volume vers le haut.
Pour vous donner un ordre d'idée, il rapporte qu'un coureur longue distance peut s'entraîner jusqu'à 550 heures par an. Or, un cycliste pourrait passer 1200 heures sur le vélo et un nageur pourrait s'entraîner 1400 heures par an. Donc pour vous triathlètes, passez la majorité de votre temps à l'entraînement sur le vélo et dans l'eau. Pour vous donner un ordre d'idée, en préparation 70.3 ou Ironman, je peux passer facilement 50% de mon temps sur le vélo. Et c'est compréhensible à partir du moment où on sait que la course à pied est le sport qui a le plus d'impact au niveau articulaire, où le risque de blessure augmente avec le volume d'entraînement. Il est certainement nécessaire de diminuer un peu le volume d'entraînement en course à pied proportionnellement aux autres disciplines pour pouvoir éviter un maximum le risque de blessure. Niveau 2 de la pyramide, l'entraînement à haute intensité. Là aussi, c'est un fait bien établi que la haute intensité vous aide à progresser de manière significative et d'ailleurs, ça n'est pas si nouveau que ça. Déjà dans les années 1920, l'athlète finlandais Paavo Nurmi utilisait la haute intensité dans son entraînement. Il a à son palmarès 22 records du monde sur des distances allant du 1500 au 20 000 mètres, 12 médailles olympiques dont 9 d'or. Record qui ne fut d'ailleurs jamais égalé en athlétisme jusqu'à l'arrivée d'un certain Carl Lewis. Et quand on parle de haute intensité, on parle de tout l'entraînement que vous passez au-delà de votre seuil anaérobique. Maintenant, quand on parle de haute intensité, est-ce que l'on parle de fractionné court, de fractionné long? Là, la recherche n'a pas encore été poussée assez loin pour avoir une réponse unanime. Donc, que ce soit l'entraînement en VMA, PMA ou au seuil 2, les deux types d'entraînement vont être bénéfiques sur votre performance. Mais il semblerait, au regard des dernières recherches, que la zone qui apporterait le plus de retour sur investissement serait une zone qui se situe légèrement au-delà du seuil anaérobique, soit des entraînements de type fractionné long. Maintenant, sachez qu'il est clairement établi dans la littérature que les entraînements de fractionné court amènent énormément de bénéfices physiologiques également, donc ils ne sont certainement pas à jeter à la poubelle. Troisième niveau de notre pyramide, la distribution de l'intensité de votre entraînement. Ou en d'autres termes, combien de temps s'entraîner à quelle intensité. Là aussi, c'est un fait qui est bien établi et c'est ce qui a d'ailleurs donné naissance au concept d'entraînement polarisé. Si vous utilisez le modèle de l'entraînement polarisé, cela veut dire que vous passez la majorité de votre volume d'entraînement sous le seuil aérobique et le reste de votre temps au-delà du seuil anaérobique. Quand on analyse la distribution des intensités chez des athlètes de type marathonien, on se rend compte qu'ils passent environ 80% de leur temps sous le seuil aérobique, 15% de leur temps d'entraînement au-delà du seuil anaérobique, mais seulement 5% de leur temps entre les deux seuils. Et les études récentes semblent indiquer que ce type d'entraînement a un meilleur retour sur investissement que toute autre distribution d'intensité. Donc pour résumer les trois premiers niveaux de la pyramide de Stefan Seiler, passez 80% de votre volume total d'entraînement à basse intensité et environ 15% de votre volume d'entraînement à haute, voire très haute intensité. Ce qui pourrait se traduire comme ceci: si vous avez 5 à 6 entraînements sur la semaine, consacrez-en 1 à la haute intensité. Si vous en avez 7 à 9, vous pouvez en faire 1 à 2 à haute intensité. Si vous avez 10 entraînements et au-delà, vous pouvez faire 1 à 3 entraînements à haute intensité. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Si c'est le cas, laissez-moi un like et partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me laisser une question en commentaire si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les publications futures. D'ici à la prochaine vidéo, prenez plaisir à l'entraînement. Salut!